Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Peter Ke. Bonsoir. Peter Kemol, comment ça va? Ça va bien, Oui. merci. Il est tout chaud, le livre. Oui, il vient de sortir. Il est sorti il y a quelques jours. Oui, jeudi. Comment on se sent Jeudi quand le livre est sorti? Ça fait 2 ans plus que vous étiez dessus, enfin même plus que 2 ans je crois. Oui. On se sent un petit peu vidé, même si Ouais. il avait terminé il y a un moment. Finalement, il nous appartient plus, quoi. Il appartient au lecteur et aux lectrices. Voilà. Et après c'est suspense. Comment va-t-il être reçu? À mon avis, il va être très bien reçu. Ça s'appelle Comme ta mère. On va en parler. C'est un très bon roman. Je ne sais pas si on peut dire roman d'ailleurs. Roman, récit. On dit roman. C'est un roman, oui. Allez, c'est un roman. Si vous étiez, on va commencer par 3 petites questions. Si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi, Peter Ke? Un sentiment. Ouais. Tendresse. D'accord. On en a besoin en ce moment. Ouais. J'ai l'impression. Tendresse, on prend. Si vous étiez un paysage? Un paysage. Je serais la ville. Ah oui. Une ville, ouais. Je pensais que vous alliez me dire les polders ou... Non. non. Le gros cliché. Je serais Rotterdam. Ou Rotterdam. Mais plutôt ville. Vous êtes plus ville que campagne. Je suis plus ville que campagne, oui. D'accord. Et si vous étiez un rêve? Ah, si j'étais un rêve. Ouais. C'est vaste, hein. Celle-là, oui. Ouais. Elle est dure, je sais. Vous avez bien un rêve quelque part? Oui, si j'étais un rêve pour moi-même. Par exemple, oui. Non, je serais un rêve qui irait chez les autres pour leur donner un petit peu de douceur dans leur nuit quand la vie est un peu dure. D'accord. Un rêve collectif, donc tourné vers les autres. Ouais. En tout cas, ça peut faire partie du rêve également, mais c'est une réalité, ça s'appelle Comme ta mère, ça vient de sortir et vous êtes l'invité, Peter Ke, de LCR, ce soir. Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches dans un tapis? Papa, t'as pas appelé EDF? Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats. T'as dormi là ou quoi? Lucie, j'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Une petite visite? Oui, juste pour voir comment ça se passe. Y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de tout. Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux. On se débrouille, non? Justement, on va lui montrer comment on se débrouille. C'est quelqu'un? Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud. La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds. Je n'y arrive plus. Je suis fatigué. Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée? Et à tout moment, la glace, elle peut craquer. Voilà, bande-annonce du film Normal, un film d'Olivier Babinet, avec, vous l'avez reconnu évidemment, Benoît Poelvoorde et Justine Lacroix. J'ai pris cette... Je ne sais pas, vous l'avez vu ce film ou pas? Non. Il est passé un peu inaperçu. C'est dommage, c'est un très très beau film. Une fille face à son père et la fille qui doit un peu s'occuper de son père. Ça pose aussi la question des aidants, on en parle beaucoup en ce moment. Ici, dans le livre, c'est plutôt Gus et Debbie. Et la question de ce livre, j'ai l'impression que c'est la construction, en tout cas, comment on se construit quand il y a de l'insécurité sous nos pieds. C'est un petit peu ça que vous vouliez montrer? Oui, effectivement, Debbie est un personnage qui grandit dans une ambiance un peu chaotique avec des parents, un père surtout alcoolique. Ouais. On remarque pas vraiment l'alcoolisme de la mère dans son enfance. C'est quelque chose qui viendra plus Qui tard. arrive tout doucement, ouais. Oui. Et qui lui sera fatal, ouais. Oui, c'est ça, qui arrive plutôt à l'adolescence.
Et c'est ce personnage, Debbie, qui doit se construire sur ses ruines, essayer de faire quelque chose de sa vie là où ses parents n'y sont pas parvenus. Ouais. Et la manière dont vous expliquez ça, enfin vous tentez d'expliquer ça, c'est assez particulier. J'ai l'impression qu'on ouvre un grand corps, le corps d'une famille sur 3 générations, pour essayer d'ausculter un peu, de comprendre les mécanismes, la transmission justement de ce qu'on transmet, comme douleur aussi, enfin le positif et le négatif, parce qu'il y a du positif aussi chez Gus. Hein. Oui. Je voulais donner un paysage en fait à ce personnage du père et de la mère, aux deux, pour tenter de comprendre pourquoi ils agissaient de cette manière, pourquoi cette dépendance. Et donc, pour ce faire, il fallait que j'aille dans leur propre enfance. Et donc vous remontez les générations, je monte les générations et on comprend alors mieux les blessures de chacun des personnages. Vous remontez très très haut, hein, jusqu'à donc on est sur 3 générations, jusqu'à la grand-mère. Alors on voit les grossesses non désirées, les colères, l'alcoolisme qui arrive tout doucement, et toutes ces blessures en fait. Il y a un chaînon de blessures comme ça incroyable. Oui, et c'est effectivement aussi dans l'air du temps, l'idée que de la transmission déjà, mais effectivement des choses qu'on transmet de génération en génération sans même s'en rendre compte, des choses qui passent tout à fait inconsciemment. Et je trouve intéressant de les révéler, en fait, de trouver des moyens de révéler ces choses-là et de voir comment ça passe malgré soi, Ouais. Notamment l'alcoolisme, la question de l'alcoolisme qui est très prégnante dans le livre. On sent, vous montrez un peu la naissance de l'alcoolisme chez Gus, par exemple, quand il fuit sa famille qui n'est pas très aimante, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Donc il fuit à Rotterdam parce que ça se passe un peu dans le sud de la Hollande. Et on sent que il se retrouve face à une première bouteille et puis ça va mal se passer. Vous allez gratter jusque-là, jusqu'aux origines en fait des malaises. Oui, en fait, je m'imaginais pour ce personnage que quelque part le désir d'alcool, c'était un désir de réconfort, un réconfort qu'il ne trouvait pas dans sa famille, à la maison. Et voilà, quelque part, un moyen d'échapper en fait, à ce manque d'amour en le remplaçant par un produit. Mais c'est fou parce que ça déclenche plein de choses. Parce que sa fille, Debbie, après, va se demander si elle aussi, des années plus tard, si elle n'est pas alcoolique, elle va aller voir des alcooliques anonymes à Bruxelles parce qu'elle vit à Bruxelles. Enfin, tout s'enclenche en fait. Oui. Oui, alors est-ce que c'est parce qu'elle a grandi avec ce père alcoolique et la mère qu'il devient ensuite est-ce que c'est parce que c'était sa normalité à elle? Est-ce qu'il y a un gène? Mais ça, les questions restent ouvertes, hein. Vous ne donnez pas de réponse. Oui, c'est ça. Ce sont toutes les questions qu'elle se pose elle-même et qui, du coup, posent question sur la suite. Si elle décide de faire un enfant, quels sont les risques que cet enfant soit lui aussi... devienne lui aussi dépendant. Ouais, parce que toutes ces questions, ça la traverse évidemment. Donc elle a ce poids de tout ce qui s'est passé avant, et puis elle a le futur devant elle. En tout cas, elle a le présent et le futur. Elle a ces histoires d'amour qui sont chaotiques, qui peuvent être aussi très joyeuses. D'ailleurs, en 1989, elle fait une rencontre du côté du palais de justice d'un garçon, et là, on a l'impression que c'est une ouverture un petit peu dans ce roman. Elle respire, et il y a la musique de Louise Attaque. On va écouter un tout petit morceau. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps,
Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Ah, c'est vraiment une respiration dans le roman. D'ailleurs, il y a plusieurs musiques. Il y a l'Aigle Noir de Barbara, c'est une autre ambiance évidemment. Lionel Richie, enfin, c'est important aussi parce que il y a des allées et venues dans le présent, dans le passé. Donc ça se situe aussi peut-être. C'était une volonté aussi de situer dans le temps. Oui, je pense que la musique dans ce livre permet de situer effectivement dans le temps, mais aussi de situer les émotions, quoi. Enfin, oui, complètement. L'endroit dans lequel chaque personnage se trouve dans son intérieur et à l'extérieur. Ouais. Oui, en plus, c'est des repères parce qu'on ne s'y perd pas du tout. C'est un récit polyphonique. Donc, c'est une fois Déby, une fois Gus, etc. Mais c'est très bien fait parce que à chaque fois, c'est le titre d'un chapitre. On suit l'auteur et on suit l'année et on va et on vient effectivement dans le temps. L'écriture, elle est brute, très courte comme ça, écrite un peu dans l'urgence, j'ai l'impression. Comment vous l'avez écrit, ce roman ? Je l'ai écrit avec beaucoup de joie. Oui, d'accord, ok. Alors que, tant qu'à faire. Alors que bon, le contenu... le propos, non, pas vraiment. Oui, c'est ça. Donc, je pense que oui, j'ai dû l'écrire comme ça, dans un besoin de l'extraire. Pourquoi rapidement. Pourquoi il y avait un besoin de l'extraire et quelle part autobiographique il y a dans ce roman ? Je dis ça parce que votre premier roman parlait déjà un petit peu du rapport avec le père. Enfin... Oui. Alors, dans ce roman, effectivement, on retrouve des choses à moi. Ouais. Enfin, comme dans tout roman, je pense. Globalement, oui, hein, même s'ils disent non, en général, oui. Mais disons que... on est un peu plus loin que le premier roman, Ça va n'aller. Ici, même si je m'inspire des choses personnelles, mes personnages, cette fois, ont des noms. C'était pas le cas, quoi. Ça va n'aller, il y avait pas de... La narratrice n'avait pas de... Ah, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire quoi que vous avancez, enfin qu'il y a une distanciation Oui, il y a une distanciation, une fictionnalisation, et donc... un recul, quoi, qui est en train de s'opérer. Et ça donne plus d'air à l'écriture, à l'imagination ? Ça ouvre un peu les fenêtres ? Oui, ça ouvre. C'est une autorisation qu'on se donne aussi à inventer, à utiliser cette matière-là pour aller plus loin. Et pour le rendre aussi récit et intrigue. On a besoin de pouvoir s'autoriser... de malaxer cette matière, autrement on est uniquement dans quelque chose qui est plus de l'ordre peut-être du témoignage. Ouais. Et dans ce que vous avez puisé, j'imagine, c'est aussi au-delà des histoires familiales, vos passions. Il y a la photo, on voit la couverture du livre. Elle est belle d'ailleurs cette couverture, je trouve. Elle est très belle, c'est mon éditrice. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. Trouvé, ouais. L'appareil photo, ça représente quoi ? À un moment donné, Déby va je sais pas moi, qu'il y avait comme ça des expos un peu souterraines de photos à Bruxelles. J'ai découvert ça en vous lisant. Elle est assez dingue d'ailleurs de Nan Goldin. Oui. Pourquoi la photo ? Qu'est-ce que ça apporte au personnage ? En fait, ce que ça lui apporte à Déby, déjà, elle travaille dans un supermarché. Ouais. Elle a des super collègues. Elle a un peu honte de ça, quand même. Elle n'est pas très à l'aise avec ça. Elle n'est pas à l'aise avec ça, parce qu'en fait, elle a une passion qu'elle ne parvient pas à assumer et qui est la photographie. Ouais. Et donc, elle aimerait aller plus loin dans la photographie, elle aimerait en faire un métier, mais elle n'a absolument aucune idée de comment s'y prendre. Et donc, il y a à la fois
cette obligation de payer son loyer, enfin d'avoir un métier, et puis à la fois cette passion qu'elle aimerait approfondir. Ouais. Et ce que ça lui permet, au bout du compte, c'est aussi, alors qu'elle se pose des questions sur son envie de faire un enfant ou non, à côté de ça, en fait, elle a la photographie. Et donc, ça pose la question de c'est quoi créer, c'est quoi transmettre. Est-ce qu'on transmet uniquement en faisant des enfants? Est-ce qu'on peut transmettre autrement? Et donc, par l'art et la photographie notamment. Ouais. Ça lui permet d'avoir une réflexion par rapport à ça. C'est un très très bon roman. Ça s'appelle Comme ta mère. Vous serez à la foire du livre, j'imagine. Oui. Pour des signatures. Sur quel stand, vous savez? Vous pouvez déjà nous guider un peu dans cette grande foire. Je serai. J'ai oublié le. Suisse, non, enfin le. Ouais, au livre suisse, le stand de livre suisse dans le hall 1. D'accord, on de la trouvera gare bien. maritime. Quel jour, vous savez? Le dimanche. Le dimanche. 14h. Ah ben, on viendra vous saluer, Peter Kay. C'est chez Noir sur Blanc, collection Notabilia. Notabilia. C'est une très belle collection que je ne connaissais pas. C'est suisse, donc, hein, franco-suisse, c'est ça? Franco-suisse. Voilà. Et ça s'appelle Comme ta mère. Précipitez-vous, c'est un excellent roman. Moi, je l'ai dévoré. Et ça m'a beaucoup touché, vraiment. D'accord, merci. Merci, Peter Kay. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.